Kant, pour commencer par lui, notre attitude envers les œuvres d'art se définit par ce qu'il appelle le désintéressement, une attitude directement opposée à celle qui consiste à avoir un intérêt, c'est-à-dire à avoir des raisons personnelles ou sociales de se soucier de l'existence ou de l'inexistence d'une chose, dans la mesure où son inexistence, ou même certains changements auxquels elle pourrait être soumise, aurait une incidence individuelle ou sociale. Dans le cas d'œuvres d'art, nous n'avons rien de tel à gagner ou à perdre. Il n'est guère difficile de voir comment Kant a pu en arriver à cette conception, étant donné les contraintes systématiques de sa philosophie. Car il tenait à montrer que le jugement esthétique est universel, ce qui, d'une façon ou d'une autre, est incompatible avec le fait d'être lié à un intérêt. Si mon jugement est contaminé par mes intérêts, il peut difficilement prétendre à l'approbation de ceux dont les intérêts sont différents. Une des raisons pour lesquelles Platon pensait que les philosophes devraient être rois était qu'ils ne se préoccupaient fondamentalement que des formes pures et ne pouvaient par conséquent avoir aucun intérêt dans le monde des apparences. Donc ne pouvaient être motivés par ce qui normalement pousse les hommes et les femmes à agir, l'argent, le pouvoir, le sexe, l'amour, et étaient de ce fait capables de prendre des décisions désintéressées. Avec habileté, il situe également les œuvres d'art hors du domaine des intérêts, car, dit-il, qui pourrait se réjouir de posséder quelque chose qui est seulement en apparence de l'or? Comme être un homme consiste largement dans le fait de poursuivre des intérêts, l'art se situe hors de l'ordre humain de la même manière que dans le système platonicien, la réalité se trouve située hors du monde des apparences primaires. Ainsi, bien que les deux philosophes abordent la question en suivant des voies opposées, l'art apparaît chez tous les deux comme une sorte de villégiature ontologique, loin des préoccupations qui nous définissent en tant qu'hommes, et partant comme une occupation qui ne fait rien arriver. Chez Kant, ce point de vue se trouve encore renforcé quand il parle de l'art en termes de finalité sans fin spécifique. L'œuvre d'art a l'air de servir à quelque chose, mais selon la vérité philosophique, elle ne sert à rien, et son absence de finalité du point de vue de sa logique rejoint l'attitude désintéressée de son public, puisque la mettre au service de quoi que ce soit serait en mésuser ou la pervertir. L'art est ainsi systématiquement neutralisé. D'un côté, il est extrait du domaine de l'utilité, ce qui est une bonne chose si les artistes donnent seulement l'apparence de posséder une intelligence pratique qui en réalité leur fait défaut, et de l'autre du monde des besoins et des intérêts. Sa valeur consiste en son manque de valeur, ce qui rejoint aussi, comme il vous en souvient peut-être, la caricature platonicienne de la justice conçue comme savoir-faire. Quand trouverions-nous à l'employer? Schopenhauer avait bien plus d'estime pour l'art que Platon n'en laisse transparaître dans sa philosophie, mais il est fondamentalement d'accord avec ses grands prédécesseurs pour penser que l'art ne fait rien arriver dans l'ordre causal du monde. Son importance tient plutôt à sa capacité de nous extraire hors de cet ordre et de nous amener à la contemplation des choses éternelles. Schopenhauer fait usage d'une inférence clairement abusive selon laquelle la contemplation de ce qui est intemporel serait elle-même intemporelle. Elle est le levier qui nous permet de nous hisser hors de l'ordre du temps et de la souffrance, ce qui est l'accomplissement d'un vœu de Yeats. Il ne faut pas oublier que pour Schopenhauer, le simple fait d'exister dans le fleuve causal signifie souffrir, puisque c'est dans la souffrance que réside le trait caractéristique de l'existence terrestre. Ajoutons entre parenthèses que même ainsi il conviendrait de distinguer le genre de souffrance qui définit la condition humaine standard de celle par exemple des juifs persécutés. C'est celle-ci qu'Oden avait en vue lorsqu'il déplorait l'incapacité de sa poésie à adoucir la souffrance. Faire remarquer à une des victimes squelettiques de Dachau que la vie est souffrance mais que la contemplation de l'art peut aider aurait certainement été un conseil bien amer. Comme dit Auden, en pensant plus particulièrement à la fin dans le tiers-monde, c'est cruel d'oublier les pays sous-développés, mais une oreille famélique est aussi sourde qu'un optimiste de banlieue.
Mais mon propos est moins de me pencher sur le pessimisme tout compte fait allègre du vieux Schopenhauer que de mettre l'accent sur le fait qu'en opposant l'art diamétralement au monde comme volonté, il se place dans la continuité de Kant. Kant a pensé que l'art devait procurer du plaisir, mais un plaisir désintéressé, c'est-à-dire une satisfaction insipide, puisque sans rapport avec la satisfaction de besoins réels ou l'accomplissement de tâches véritables. Il s'agit donc d'une espèce de plaisir narcotique défini par l'absence de douleur, ce qui correspond exactement à la pensée de Schopenhauer, pour qui la valeur de l'art tient au fait qu'il promet de nous libérer des urgences pratiques de la vie réelle. Il n'empêche que l'idée de plaisir désintéressé et de son contraste avec la dimension pratique de l'existence vécue résume en grande partie la manière dont depuis les philosophes de l'art ont pensé l'art. Santayana définit l'art en termes de beauté et la beauté en termes de plaisir objectivé, c'est-à-dire comme plaisir contemplé plutôt que ressenti. Bülow maintient l'art dans une distance esthétique en établissant un contraste explicite entre les attitudes esthétiques et pratiques. Nous entrons en relation avec l'art lorsque la pratique est en fait ce que Bülow appelle distance esthétique. D'autres philosophes l'ont désigné comme attention désintéressée, Stolnitz, ou perception intransitive, Vivace. Une attitude qui consiste à contempler sans raison un objet. Et pour en arriver au seuil de la présence discursion, la définition de l'art proposée par Georges Dickey comporte comme condition que l'objet en question doit être candidat à l'appréciation. La présente discussion. Expression par laquelle, quels que soient ses démentis, il ne peut que faire allusion à l'appréciation esthétique, puisqu'il parle du plaisir chaste que pourrait procurer à l'œil les courbes et couleurs d'un objet, un urinoir, qui n'est généralement pas valorisé pour ces raisons-là par les amateurs de courbes et de couleurs. Ce rapide passage en revue du sommaire de l'anthologie d'esthétique standard à l'usage de l'étudiant débutant fournit une réponse à la question que n'importe qui, par exemple quelques philistins, pourrait soulever concernant l'art. Les philosophes pourraient s'en servir comme témoignage, au cas où le National Endowment of the Arts viendrait sous le feu de la critique. Quel type de bien l'art est-il? Quelle est son utilité? La réponse est que l'art est un bien en ce qui n'est bon à rien, et que son utilité réside dans le fait qu'il ne sert à rien. La question était donc mal à propos. Aussi, l'affirmation que la poésie ne fait rien arriver découle-t-elle du statut philosophique que la philosophie a assigné à l'art. Il existe à cet égard un consensus philosophique si écrasant que cela devrait nous faire réfléchir. Cela nous amène à nous interroger si, au lieu d'être quelque chose dont le philosophe s'occupe au nom et en vue de la complétude systématique, la touche ultime apportée à un édifice, l'art ne serait pas plutôt la raison pour laquelle la philosophie a été inventée. Les systèmes philosophiques seraient en fin de compte des architectures pénitentiaires qu'il est difficile de ne pas voir comme des labyrinthes servant à enfermer des monstres afin de nous protéger de quelques redoutables dangers métaphysiques. Et nous devrions peut-être nous demander si la guerre par laquelle la discussion a débuté ne continue pas, des millénaires plus tard, à être menée par les philosophes qui rivalisent d'ingéniosité en vue d'un but commun. Mettre hors jeu quelque chose qui n'est peut-être même pas un ennemi, possibilité qu'ils n'ont jamais envisagée. Si chaque période philosophique a besoin d'une sorte d'incitatif, ne faudrait-il pas se demander enfin de quel pouvoir la philosophie a peur? Elle craint peut-être que si l'ennemi était illusoire, la philosophie le serait également, puisque son objectif premier a été d'abattre ce qui n'était qu'en apparence un dragon. En effet, j'ai plus d'une fois été frappé par le fait que la distinction conventionnelle entre les beaux-arts et les arts pratiques sert au nom d'une sorte de glorification à isoler les beaux-arts de la vie d'une façon qui ressemble étrangement au procédé consistant à parler des femmes en termes de beau sexe, ce qui est un moyen institutionnel pour les placer à une distance esthétique, sur une sorte de piédestal moral qui les situe hors d'un monde où, espère-t-on, elles n'ont plus rien à faire. Le pouvoir de classer et le pouvoir de dominer,
Et il faut considérer ces deux esthétisations parallèles conçues comme des réactions essentiellement politiques à ce qui a été perçu dans les deux cas comme des dangers obscurs. Voit Germaine Greer. L'esthétique est une invention du XVIIIe siècle, mais elle est aussi politique, et pour les mêmes raisons que le procédé de Platon consistant à mettre les artistes à distance. La distance esthétique n'est qu'une métaphore plus raffinée du procédé platonicien. C'était là une stratégie hardie et finalement victorieuse, puisqu'elle a amené des artistes sérieux à penser que leur tâche consistait à réaliser la beauté. Le piédestal métaphysique sur lequel est placé l'art, on peut considérer le musée comme un labyrinthe, implique donc un déplacement aussi brutal que celui qui a transformé les femmes en dames et les a reléguées dans les boudoirs, où elles s'adonnaient à des activités qui apparemment relevaient d'une finalité sans fin spécifique. Par exemple la broderie, l'aquarelle, le tricot, transformation qui en faisait des êtres essentiellement frivoles, au service du plaisir, soi-disant désintéressés d'un oppresseur. Il n'y a donc pas à s'étonner si Barnett Newman écrit en 1948 « Le mobile de l'art moderne a été ce désir de détruire la beauté », en niant complètement que l'art ait quoi que ce soit à voir avec le problème de la beauté. Et il n'est pas étonnant non plus que Duchamp, parlant de son œuvre la plus célèbre, ait dit « Le danger qu'il faut éviter réside dans la délectation esthétique ». À Duchamp, je crois l'idée que dans la perspective de l'art, l'esthétique est un danger, puisque dans celle de la philosophie, l'art est un danger, et que l'esthétique sert à le combattre. Mais alors, que devrait être l'art une fois débarrassé de son asservissement à la joliesse? Il ne suffit pas qu'il soit d'une laideur agressive, bien que récemment de nombreuses œuvres aient tenté d'employer cette tactique. L'enlaidissement est un parti pris trop négatif et en fin de compte futile, puisque le fait d'être laid demeure toujours une manière d'être, un objet esthétique, et donc souligne l'asservissement au lieu de le vaincre. C'est comme l'autodéféminisation des femmes qui jettent leurs atours au feu. Le moyen de cesser d'être un objet sexuel ne consiste pas à devenir un objet antisexuel, puisqu'à travers cette transformation, on reste un objet, alors que le problème est de savoir comment échapper à l'état d'objet comme tel. Je me réfère bien entendu à l'état d'objet esthétique. Le fait d'échanger une manière d'apparaître comme une autre reste en accord avec le point de vue selon lequel l'essence d'une entité réside dans son apparence. Une transformation plus profonde est donc nécessaire pour laquelle la surface, qu'elle soit attrayante ou laide, n'importe pas ou constitue simplement une donnée de fait. Les toiles d'Arakawa sont belles d'une manière qui n'importe pas, puisqu'elles ne sont pas réellement des objets esthétiques. C'est comme si Arakawa soulignait subtilement la prise de conscience ontologique qu'après tout, il n'est pas nécessaire d'être laid pour échapper aux servitudes de l'esthétique. Mais s'échapper vers quoi? Cette question m'amène à la version hegelienne de l'alternative proposée par Platon à la dépréciation de l'art comme réalité éphémère. Comme on le sait, Fontaine de Duchamp possède toutes les caractéristiques extérieures d'un urinoir. C'était un urinoir avant de devenir une œuvre d'art et d'acquérir les propriétés supplémentaires que les œuvres d'art possèdent, en plus de celles possédées par de simples objets réels, tels des urinoirs. L'œuvre est datée de 1917, mais comme il aurait fallu entreprendre des recherches dans l'histoire de la plomberie pour déterminer la date de l'urinoir, cela permit à Duchamp, lorsque l'original fut égaré, d'utiliser des urinoirs portant des dates postérieures à celles de Fontaine. L'œuvre reste datée de 1917. Il pensait avoir choisi cet objet particulier pour ce qu'il espérait être sa neutralité esthétique. Du moins prétendait-il que c'est ce qu'il espérait, car les urinoirs ont une identité culturelle, pour ne pas dire morale, trop forte, pour pouvoir être véritablement dénués de tout affect. D'abord, ce sont des objets hautement sexualisés, du fait que les femmes, pour des raisons anatomiques, ne sauraient s'en servir sans incommodité dans leur fonction primaire. Ainsi, leur forme exhibe leur exclusivité arrogante. On se souviendra que la crainte de l'accès égalitaire à toutes les toilettes a été un facteur majeur de la défaite de l'ERA, Equal Right Act, qui promouvait l'égalité raciale des Noirs. Par ailleurs, étant donné nos réalités culturelles, il s'agit d'objets qu'on associe à la sphère intime. À un degré moindre, il est vrai que les cuvettes de WC
et à la saleté. Or, tout objet situé au croisement du sexe et des excrétions est trop marqué par les frontières morales qu'il présuppose, pour pouvoir faire figure simplement d'objet culturellement neutre, choisi précisément pour sa neutralité esthétique. Duchamp était retors lorsqu'il demanda un urinoir qui pourrait bien s'intéresser à cela. C'est comme si on choisissait le verbe le plus ordurier d'une langue comme paradigme pour enseigner la conjugaison. Il est possible que l'énergie morale du terme disparaisse pendant qu'on le considérera sous l'angle des gérondifs et des plus que parfaits. Mais pourquoi se fatiguer alors qu'il existe suffisamment de mots innocents? D'un autre côté, il est naïf de traiter l'urinoir uniquement comme un objet esthétique, semblable au Taj Mahal, avec ses courbes élégantes et sa blancheur éblouissante. Mais quel est alors le pivot conceptuel de cette œuvre toujours controversée? D'après moi, il réside dans la question qu'elle pose. Pourquoi ceci, c'est-à-dire Fontaine, serait-il une œuvre d'art, alors que cela, c'est-à-dire la classe des urinoirs, non affranchis tout en étant exactement identique à ceux-ci, n'est rien d'autre qu'une collection d'objets de plomberie industrielle? Il fallait avoir du génie pour poser la question sous cette forme, puisque jamais encore ce questionnement n'avait été envisagé, alors que dans la foulée de Platon et dans une glissade abrupte, on avait cessé de se poser la question de ce qu'est l'art et d'y répondre, sans faire preuve de beaucoup d'imagination, en se fondant sur le monde de l'art tel qu'il était accepté à l'époque concernée. Duchamp ne s'est pas seulement demandé « qu'est-ce que l'art ?», mais plutôt « pourquoi telle chose est-elle une œuvre d'art alors que telle autre chose, exactement identique, n'en est pas une ?» La comparaison s'impose avec la grande question formulée par Freud à propos des actes manqués, et qui n'est pas « pourquoi oublions-nous ?», mais « pourquoi, lorsque nous oublions, nous rappelons-nous autre chose à la place de ce qui est oublié ?» Cette forme donnée à la question a ouvert le champ d'une théorie de l'esprit radicalement nouvelle. Dans le cas de Duchamp, la question posée comme œuvre d'art possède une forme véritablement philosophique. Alors qu'elle n'aurait pas pu être soulevée à n'importe quel moment choisi au hasard, car elle n'était historiquement possible qu'au moment où elle fut réellement posée. Elle aurait pu être posée à l'aide de n'importe quel objet choisi au hasard. D'ailleurs, elle a été soulevée à l'occasion d'objets tout à fait quelconques. Cependant, seul un objet qui jusque-là avait résisté à toute intégration dans le monde de l'art, au point où l'urinoir l'avait fait, était peut-être capable d'attirer l'attention sur le fait qu'après tout, il était déjà dans le monde de l'art. La question de savoir quelle évolution interne de l'histoire de l'art a rendu l'objet question de Duchamp historiquement possible, sinon nécessaire, est une grande question. À mon avis, un tel objet a pu surgir uniquement à une époque où plus personne ne pouvait savoir clairement ce qu'était l'art, mais où il était tout à fait clair en revanche qu'aucune des vieilles réponses ne serait plus de la moindre utilité. Pour paraphraser Kant, l'art semblait avoir une essence sans avoir d'essence particulière. C'est ici qu'intervient la conception de Hegel.